Alors, chaque orbite est constituée par un ensemble d'os qui sont au nombre de 7. Donc, on a le sphénoïde. Donc, il y a une partie verte, une partie rose et une partie bleue. Il y a le malaire qui est ici, c'est le zygomatique. Il y a le frontal, composé d'une partie rose et d'une autre bleue. Il y a l'ethmoïde, qui est la lame papyracée qui est ici. Il y a le palatin, par son processus orbitaire. Le maxillaire, qui est ici, mais aussi ici, voilà. C'est le maxillaire. Donc il a aussi une partie verte et une partie rouge. Et enfin linguis qui est ici, il est en vert. Donc l'orbite présente à décrire 4 parois. Une paroi supérieure ou le toit, son épaisseur est de 1 mm. Je vous le dis dès maintenant, cette paroi inférieure mesure 0,5 mm. Donc cette paroi supérieure est constituée d'arrière en avant par la petite aile du sphénoïde qui est ici et par la portion horizontale du frontal qui est juste ici. Dans sa partie frontale, on retrouve en dehors la fosse de la glande lacrymale, dans laquelle se trouve la glande lacrymale bien sûr, et en dedans la fossette trochléaire, le point d'insertion de poulie du muscle grand oblique et qui est ici. La paroi externe, c'est la plus solide et c'est la plus solide des parois. Elle est formée par 3 os réunis par les 2 sutures frontomalaires et sphénomalaires. D'arrière en avant, on a la grande aile du sphénoïde qui est là, le malaire et le frontal. On trouve le tubercule de Whitnall qui donne insertion au ligament palpébral externe et qui est ici. La paroi inférieure, au plancher, son épaisseur est de 0,5 mm. C'est la plus fragile et la plus mince des parois. C'est la seule paroi où le sphénoïde ne participe pas à sa formation. Car, comme on a déjà dit, le sphénoïde il a cette partie bleue qui fait partie de la paroi latérale, cette partie rose qui fait partie de la paroi supérieure, cette partie verte qui fait partie de la paroi médiale, mais il n'a pas de partie rouge pour la paroi inférieure. Donc cette paroi inférieure est constituée par le malaire, le processus orbitaire du palatin et le processus pyramidal du maxillaire qui est ici. Donc concernant cette paroi interne, elle est formée par 4 os et elle a une forme quadrilatère. Vous remarquerez que tous ces constituants sont aussi quadrilatères, ça nous permettra de nous en rappeler. Donc ici il s'agit du sphénoïde, ici de la lame papyracée de l'ethmoïde, ici de l'os lacrymal qui est divisé en 2 par cette crête lacrymale postérieure qui forme avec la crête lacrymale antérieure le canal lacrymal dans lequel se trouve le sac lacrymal. Et enfin on a cet os là qui est tout simplement le processus frontal du maxillaire. Alors l'orbite présente à décrire 4 rebords. Un rebord inférieur constitué par le malaire en dehors et par le maxillaire en dedans. Un rebord externe qui est constitué par le malaire en bas et par le frontal en haut. Un rebord supérieur qui est entièrement constitué par le frontal et un rebord interne qui est moins bien délimité. À présent, on va parler du trou optique qui est juste ici. Donc, il est supéro-interne. Il se trouve sur la petite aile du sphénoïde. Et il livre passage au canal optique et à l'artère ophtalmique. Au nerf optique et à l'artère ophtalmique. Et entre ce trou optique et la partie large de la fente sphénoïdale, il y a le tubercule sous-optique qui donne insertion
au tendon de Zinn. Alors le trou optique bien sûr communique avec l'étage moyen de la base du crâne. À présent, on va parler de la fente sphénoïdale. Elle est composée de deux parties, une partie qui est renflée et une partie qui est effilée. Donc dans la partie qui est plutôt renflée, elle est en commun avec le tendon de Zinn. Donc on va parler des éléments nerveux qui passent par cette fente sphénoïdale. D'abord en dedans de l'anneau de Zinn, ou plutôt on va commencer par la partie effilée. Donc qui dit effilé dit F, donc je me rappellerai qu'il y a le F dedans. Et il y a une simple technique pour se rappeler des éléments nerveux, c'est Friends for Life, donc F, 4 et L, Friends for Life. F c'est pour frontal, 4 c'est pour pathétique, et L c'est pour lacrymal. Et bien sûr, en dedans de l'anneau de Zinn, il y a le numéro 36. Vous connaissez tous l'hôpital psychiatrique. Donc N, c'est pour nasociliaire. 3, c'est pour le moteur oculaire commun. Et le 6, c'est pour l'abducens, ou bien moteur oculaire externe. À présent, on va parler des paupières. Donc les paupières, c'est écrit ici, par leur fermeture, elles jouent un rôle de protection du globe oculaire contre la lumière, les poussières, etc. Par leur mouvement, elles assurent une hydratation des couches antérieures de la cornée en étalant les larmes. La fente palpébrale sépare les deux paupières supérieures et inférieures. Bien sûr, la fente palpébrale, c'est cet espace-là. Donc, la face antérieure des paupières, il y a le sillon orbitopalpébral qui est un repli cutané parallèle au bord libre et s'accentue à l'ouverture palpébrale. Donc ce sillon orbitopalpébral, c'est ici. La portion tarsale se trouve entre le bord libre et le sillon orbitopalpébral. Bien sûr, le bord libre, c'est ce bord libre sur lequel se trouvent les cils. Donc ils ont dit la portion tarsale se trouve entre le bord libre, qui est ici, et le sillon orbitopalpébral. Donc ça, c'est la partie tarsale. Au-delà des sillons, c'est la partie orbitaire qui répond à la graisse. Donc ici, c'est la partie orbitaire, et en arrière, il y a la graisse. La paupière supérieure est délimitée par le bord inférieur du sourcil. Voilà, donc voilà le bord inférieur du sourcil, voilà la partie orbitaire, on voit bien qu'elle est délimitée par le bord inférieur du sourcil. La face postérieure est recouverte par la conjonctive palpébrale. Et on peut le voir ici. Donc ici, c'est la face postérieure des paupières. Donc à présent, on va parler du bord libre de la paupière. Il est d'une longueur de 30 mm et présente deux portions. Une portion lacrymale dépourvue de cils, mais c'est pas visible ici. Donc une portion lacrymale qui est dépourvue de cils, c'est le 1/5, et une portion ciliaire qui est pourvue de cils, ce sont les 4/5. Ces deux portions sont séparées par le tubercule lacrymal qui se trouve là, qui représente l'orifice d'évacuation des larmes et qui constitue le point de départ des voies lacrymales qui sont un peu comme ça. Hop, il y a le canal et ça s'évacue dans les cavités nasales. Les deux angles. Il y a un angle externe formé par la réunion des deux bords libres. Le premier, donc les deux bords libres, celui-là et celui de la paupière inférieure, et l'angle interne qui est formé par la réunion des deux portions lacrymales. On trouve le caroncule et le repli semi-lunaire. Donc ici le repli semi-lunaire
Et le caroncule, c'est la sorte de trou que vous pouvez voir sur votre paupière. La charpente fibreuse, elle est constituée par les tarses qui renforcent les paupières, et les deux tarses se réunissent pour former les ligaments palpébraux internes et externes. Donc les deux tarses se réunissent pour former les deux ligaments palpébraux externes et internes. Alors, les muscles des paupières, on en a deux, un qui relève la paupière et un qui ferme. Donc un qui ouvre l'œil et l'autre qui ferme l'œil. Donc celui qui ouvre, c'est le releveur de la paupière supérieure. Il permet l'ouverture palpébrale. Il est innervé par le nerf moteur oculaire commun, soit le 3, et je l'ai représenté ici. Voici le releveur de la paupière supérieure, voici le 3 qui l'innerve. Son origine est au fond de l'orbite, en rapport avec les origines des muscles grand oblique et droit supérieur. Le muscle de Muller, d'innervation sympathique, est annexé au releveur de la paupière supérieure. Voilà, j'ai mis le muscle de Muller ici, et on voit qu'il est annexé au releveur de la paupière supérieure. Donc à présent, l'orbiculaire. On lui distingue deux portions, lacrymale et orbitaire. Donc voici la partie lacrymale et voici la partie orbitaire. Il assure l'occlusion palpébrale. L'occlusion palpébrale, c'est fait par l'orbiculaire. Il est innervé par le facial 7. Donc comme c'est un muscle facial, donc forcément il est innervé par le 7. Annexe palpébrale. Ce sont les glandes suivantes. Les glandes de Meibomius, qui sont ici. Les glandes de Moll et les glandes de Zeiss. Donc Moll, Zeiss, Meibomius. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base, c'est-à-dire qu'elles sont toujours en train de fonctionner en continu afin de préserver l'hydratation du globe oculaire. Vascularisation artérielle se fait par les artères palpébrales supérieures et inférieures, branches de l'artère ophtalmique. Donc là c'est très schématique. Donc l'artère ophtalmique et les artères palpébrales supérieures et inférieures. Je crois que c'est mieux visible ici. Donc l'artère palpébrale supérieure et inférieure, elles proviennent de l'artère ophtalmique. Donc veineuse, c'est fait par la veine superficielle et la veine profonde prétarsale, et les lymphatiques, c'est par les ganglions sous-maxillaires. Donc qui dit ganglions sous-maxillaires, ça veut dire qu'ils sont proches d'ici. Donc voilà, on va se rappeler que c'est proche de l'orbite. Innervation. L'innervation motrice, donc c'est l'innervation des muscles releveurs de la paupière supérieure et orbiculaire. Donc c'est le 3 et le 7 comme on a déjà vu. Et sensitive, c'est par les branches du nerf ophtalmique. Donc quelles sont ces branches? C'est le nasociliaire ou nasal externe, le lacrymal, le frontal et le sous-orbitaire. Voilà, donc le nasal, le lacrymal et le frontal, on en a déjà parlé quand on a parlé de la fente sphénoïdale. Et le nerf sous-orbitaire, il sort par ici. Et tout ceci assure l'innervation sensitive de l'orbite. Donc concernant la conjonctive, il s'agit d'une muqueuse recouvrant la face profonde des paupières et la face antérieure du globe. Et donc la conjonctive, c'est ici. Elle se continue avec la cornée au limbe
Donc le limbe, c'est ici, c'est cette jonction entre la conjonctive et la cornée. Elle est formée, la conjonctive est formée par deux parties, bulbaire qui est ici et palpébrale qui est plutôt là. Donc ces deux parties se réfléchissent l'une sur l'autre au niveau des cul-de-sac, mais il faut vous rappeler que l'orbite est circulaire, donc ça va faire un cul-de-sac qui est aussi circulaire. Les glandes de la conjonctive assurent la sécrétion de base, et ce sont les glandes de Wolfring, les glandes de Krauss et les glandes de Menz qui sont dispersées un peu partout. Il est possible de se rappeler des trois glandes par WalkMe. Donc Wo pour Wolfring, K pour Krauss et ME et Me pour Menz. WalkMe. Donc Wolfring, Krauss, Menz. Vascularisation se fait. Alors, vascularisation artérielle, c'est par les artères palpébrales et ciliaires antérieures. Donc, on se rappellera que ici il y a artérielle, il y a un A, et ici antérieur. Donc, qui dit artérielle dit antérieur. Les artères palpébrales et ciliaires antérieures. Concernant la vascularisation veineuse, ce sont les veines palpébrales postérieures, supérieures et inférieures. Concernant les lymphatiques, ce sont les ganglions sous-maxillaires et les ganglions parotidiens. Donc les ganglions sous-maxillaires, c'est comme ce qu'on a vu avant, et les ganglions parotidiens, j'ai mis cette petite parotide ici, et voilà, on pourra se rappeler. Pardon, c'est plutôt la flèche, elle est vers l'autre côté. Voilà. Concernant l'innervation sensitive, c'est comme les paupières, donc c'est le nasal, le lacrymal, le frontal et le sous-orbitaire. Et tout ça, ce sont des branches du nerf ophtalmique. Concernant les voies et glandes lacrymales, on a les glandes lacrymales principales, donc on a la glande lacrymale orbitaire. Donc la glande lacrymale orbitaire, c'est celle-là, c'est la portion la plus importante, vous voyez qu'elle est plus grande. Elle est située dans la fossette lacrymale du frontal qu'on a vu lorsqu'on a vu l'orbite. Voilà, donc c'est ici. Et la glande lacrymale palpébrale, c'est celle-là, elle est moins importante. Bon, palpébrale, c'est parce qu'elle est plus vers les paupières, et celle-là orbitaire parce qu'elle est plus vers l'orbite. Donc la glande lacrymale palpébrale, elle est moins importante. Elle est séparée de la précédente par l'expansion du muscle releveur de la paupière supérieure. Ces glandes assurent la sécrétion lacrymale réflexe, en opposition aux autres qu'on a déjà vus. Il y avait Wolfring, Krauss, Menz et les autres, celles qui étaient dans la paupière, qui s'assuraient de la sécrétion de base. Alors celle-ci, ces deux glandes qui sont plutôt principales, assurent la sécrétion lacrymale réflexe, c'est-à-dire quand vous êtes triste ou bien quand vous voulez pleurer ou je sais pas. Voilà. Donc il y a beaucoup plus de larmes qui sont produites par celle-ci. Ce n'est pas juste pour hydrater l'œil. Bon, ici on reparle des glandes accessoires. On dit qu'elles sont disséminées dans la conjonctive et les paupières, et qu'elles assurent la sécrétion de base. On a déjà compris ça. Concernant la vascularisation et l'innervation, la vascularisation artérielle se fait par l'artère lacrymale, qui est une branche de l'artère ophtalmique. Donc là, j'ai mis l'artère ophtalmique, là, l'artère lacrymale, qui va vers la glande lacrymale. Et pour la vascularisation veineuse, c'est tout simplement la veine lacrymale qui porte le nom toujours de la glande lacrymale. Et pour l'innervation, c'est le nerf lacrymal qui porte aussi le nom de la glande lacrymale. Donc c'est super facile, vous pouvez vous en rappeler facilement. Donc le nerf lacrymal branche du 5-1, qui est le nerf ophtalmique.
Les voies lacrymales comprennent les points lacrymaux. Donc les points lacrymaux, voilà, c'est ici. Les canalicules lacrymaux. Donc points lacrymaux, canalicules lacrymaux, sac lacrymal et canal lacrymonasal. On répète, les points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le sac lacrymal et le canal lacrymonasal. Ils s'étendent du bord interne des paupières aux fosses nasales. Le tubercule lacrymal et le canalicule permettent le cathétérisme des voies lacrymales et son exploration radiologique. C'est-à-dire qu'on peut mettre des cathéters dans ce tubercule lacrymal afin de pouvoir faire des explorations. La cornée. La cornée, c'est celle qui a cette forme-là. C'est le principal dioptre oculaire, sa principale qualité et sa transparence. Bien sûr, tout ce qui doit laisser passer la lumière doit être transparent, c'est très logique. Elle présente une courbure plus accentuée que le reste du globe. Bien sûr, c'est celle qui est comme ça, contrairement au reste du globe qui a un angle qui est moins important. Qui a une courbure plutôt qui est moins importante. Donc, la cornée répond en avant au film lacrymal, c'est-à-dire les larmes, et aux paupières. Donc voilà le film. Donc voici la cornée. Elle répond en avant au film lacrymal et plus en avant aux paupières. En arrière, elle répond à la chambre antérieure. C'est mieux visible ici. Voilà la cornée. Et voilà la chambre antérieure. Ici, c'est la chambre postérieure. Donc en périphérie, elle constitue avec la sclère le limbe sclérocornéen. Donc ça on a déjà vu. On avait vu ça ici pour la première fois. Donc ici c'est la cornée, ici c'est la sclère. Donc la sclère c'est la partie blanche de l'œil. Voilà, c'est mieux visible ici, beaucoup mieux. C'est ici le limbe. Ça c'est la sclère et ici c'est la cornée. Donc, cette cornée est formée d'avant en arrière par la membrane basale et son épithélium. Donc, la membrane basale et son épithélium, la membrane de Bowman, le stroma. Je m'en rappelle pour moi, Rome. Il y a le mot Rome ici, donc j'ai mis le fameux monument de Rome. Ici, on a la membrane de Descemet et enfin l'endothélium. Donc l'épithélium et sa membrane basale, la membrane de Bowman qui me rappelle la capsule de Bowman dans le rein. Ici le stroma, la membrane de Descemet qui descend, donc elle est descendante, la membrane de Descemet, et enfin l'endothélium qui est bien rouge. On va s'en rappeler. Je vous rappelle que c'est la cornée car il y aura d'autres schémas qui vont ressembler un petit peu. Donc c'est la cornée qui est comme ça. Donc elle est non vascularisée. Une cornée vascularisée est une cornée pathologique. Innervation, c'est par les nerfs ciliaires longs et courts. Donc ici c'est un petit schéma. Donc les nerfs ciliaires courts et les nerfs ciliaires longs. C'est ça qui innerve la cornée. Ici, c'est encore mieux représenté. On a ici les nerfs ciliaires courts et ici les nerfs ciliaires longs. À présent, on va parler de la sclérotique. Ou bien, non, je vais laisser pour une autre vidéo. Donc, la sclérotique. La sclérotique ou sclère, c'est la membrane la plus externe et la plus résistante du globe. Elle assure la protection des éléments sensoriels,
et l'amarrage des terminaisons des tendons des muscles oculomoteurs, car elle est un peu comme ça et il y a les différents muscles qui s'attachent dessus un peu de partout. Donc la face externe répond à la conjonctive en avant, à l'épice claire et au cône musculaire en arrière. Donc elle répond à l'épice claire, elle répond à la conjonctive en avant et elle répond au cône musculaire en arrière. Elle répond à l'orifice de sortie des veines vortiqueuses. Donc là j'ai mis des petits orifices pour les veines vortiqueuses. Pardon, peut-être que c'était pas bien visible vu que c'est petit. Donc je répète, la sclère répond à l'épice claire, elle répond à la conjonctive en avant, elle répond au cône musculaire en arrière et elle présente les orifices pour les veines vortiqueuses. Donc la face interne. La face interne, donc c'est par ici, elle répond à la choroïde. Voilà la flèche de la choroïde. Donc la face interne répond à la choroïde. Le bord antérieur répond au limbe. Donc c'est ici la cornée. Donc forcément ici il y aura le limbe. Le bord postérieur limite l'orifice de sortie du nerf optique. Bien sûr, ça c'est évident. Là c'est les veines vortiqueuses. J'ai mis entre elles l'orifice du nerf optique. En microscopie, c'est un tissu fibreux dense formé de bandes fibreuses. C'est ce qui lui donne sa résistance plutôt surprenante. Elle est avasculaire et se nourrit par imbibition, c'est-à-dire qu'elle va absorber les nutriments à partir de la choroïde qui est très très bien vascularisée, on va le voir. L'innervation de la sclère se fait par les nerfs ciliaires courts et lents, comme on a vu pour de précédentes structures. À présent, on va parler de l'UV. L'UV qui est l'iris plus le corps ciliaire plus la choroïde. Et j'ai eu des difficultés à m'en rappeler, mais c'était avant d'avoir fabriqué ceci, enfin d'avoir trouvé ceci. Iris Corporation égale UV. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Iris c'est une chaîne d'hôtels, Corporation c'est tout ce qui est société, donc la société d'Iris. Et UV, pourquoi UV? Car qui dit hôtel dit bronzage, dit soleil, qui dit soleil dit UV, donc Iris Corporation, UV. Et pourquoi cette Iris Corporation? Donc UV bien sûr c'est pour UV, ça c'est bien évident. Iris Corporation, car tout ce qui ne contient pas ces deux mots ne fait pas partie de l'UV. Donc l'iris il est bien ici, et corps on a corps ciliaire ici, et choroïde ici. Donc c'est très très clair. Iris Corporation, UV, donc l'UV est constitué de l'iris, de la choroïde et du corps ciliaire. Donc on va commencer par l'iris. L'iris c'est le segment antérieur de l'UV. On le voit ici. Donc ici c'est l'iris. C'est un disque perforé en son centre par la pupille. Je crois qu'il y a un meilleur schéma ici. Voilà. Donc l'iris c'est la partie antérieure de l'UV. Ici on a la lumière qui arrive. Il joue un rôle de diaphragme. Pourquoi diaphragme? On va le voir plus tard. Donc il limite en arrière. Donc il limite les deux chambres. Il limite la chambre antérieure de la chambre postérieure qui est ici. Chambre postérieure, chambre antérieure. Donc il va limiter les deux chambres. Sa racine s'insère sur la base du corps ciliaire et limite deux angles, iridociliaire et iridocornéen. Donc, comme on a dit, sa racine s'insère sur le corps ciliaire en limitant deux angles
iridociliaire. Donc iridociliaire qui est ici. Pourquoi? Car entre l'iris et le corps ciliaire est iridocornéen, c'est-à-dire qu'il est entre l'iris et la cornée. Il est de couleur variable, il y a le bleu, le vert, le marron, noisette, tout ce que vous voulez comme couleur. Et deux muscles participent à sa mobilité. Ici par contre c'est plus visible ici. Donc deux muscles participent à sa mobilité. Ah non, finalement c'est pas visible ici, pardon. Je m'excuse, je suis un peu confus, c'est bien ici que c'est visible. Alors, il y a deux muscles qui participent à sa mobilité, le sphincter d'innervation parasympathique et le dilatateur d'innervation sympathique. Donc il faut vous rappeler que le sympathique, il ouvre. Qu'est-ce qu'il va ouvrir? Il va ouvrir les branches notamment, et ici, il va ouvrir l'iris. Donc le sympathique ouvre et le parasympathique va fermer. Il contrôle le sphincter qui va fermer l'iris et donc diminuer le diamètre de la pupille. Donc concernant les constituants de l'iris, ils sont faciles et ils sont joliment représentés ici. On a l'épithélium, on a donc les couches limitantes antérieures et postérieures, je les ai représentées en noir pour bien m'en rappeler. On a la couche limitante antérieure et la couche limitante postérieure, et là on a l'endothélium et là on a le stroma. Et là encore j'ai mis le petit monument de Rome. Il n'est pas vraiment petit, donc c'est le monument de Rome. Ici on a l'épithélium, couche limitante antérieure, endothélium, couche limitante postérieure et stroma. La vascularisation, elle se fait par le grand cercle artériel de l'iris qui est ici, mais on peut le voir sur le schéma. Voilà, ici c'est le grand cercle artériel de l'iris, c'est lui qui va permettre la vascularisation de l'iris, vascularisation artérielle. Pour l'innervation, c'est les nerfs ciliaires longs et courts, encore une fois. Le corps ciliaire, qu'on avait dit, on avait parlé de iris corporation, corps ciliaire, il y a bien le mot corps, donc c'est bon. Ça fait partie de l'UV qui sont les rayons de soleil. Les segments, c'est le segment intermédiaire de l'UV. Alors c'est bien visible sur c'était où déjà? Donc c'est le segment intermédiaire de l'UV. Le segment antérieur, on a dit que c'était l'iris. Le segment postérieur, c'est la choroïde. Et lui, c'est le segment intermédiaire entre les deux. Donc, il donne insertion à la zonule, qui est le ligament suspenseur du cristallin. Donc, la zonule. Donc, la zonule vient d'ici. Ici, c'est le corps ciliaire. Là, c'est la zonule. La zonule prend insertion au niveau du corps ciliaire et part au niveau du cristallin qui est ici. Voilà. Donc, il a un rôle dans l'accommodation, puisqu'il donne insertion à la zonule. C'est un organe sécréteur de l'humeur aqueuse au niveau des procès ciliaires. Donc là, j'ai représenté les procès ciliaires et là, la sécrétion de l'humeur aqueuse. Le corps ciliaire est triangulaire, à sommet postérieur, dirigé vers l'ora serrata, qui est une jonction entre la rétine sensorielle et la rétine non sensorielle. Pour comprendre ça, c'est très simple. Il y a une rétine sensorielle car la lumière va
elle va servir à la vision de cette lumière qui va venir. Par contre, cette rétine qui est cachée de la lumière, elle va être non sensorielle car elle n'a pas besoin d'interpréter quoi que ce soit, ni d'envoyer des influx nerveux. Donc, elle présente à décrire une face antéro-supérieure qui s'applique sur la sclère. Il présente à décrire, c'est le corps ciliaire, une face antéro-supérieure qui s'applique sur la sclère et une face postéro-inférieure. On lui décrit deux parties, une partie lisse en arrière, l'anneau ciliaire, qui est ici, et une partie plissée en avant, c'est les procès ciliaires, lieu de sécrétion de l'humeur aqueuse. Le sommet postérieur permet l'insertion de la zonule dont on a déjà parlé, et il comporte une base. Les deux muscles qui participent à l'accommodation sont les muscles de Rouget-Muller. Ne faites pas attention à ce Muller qui est ici, c'est une erreur. Il s'agit du muscle de Rouget-Muller et de Brooke-Wallace. Donc Rouget-Muller, Brooke-Wallace, ce sont les deux muscles du corps ciliaire. Voilà. La vascularisation se fait par le grand cercle artériel de l'iris, comme on avait vu pour l'iris. L'innervation se fait par le nerf ciliaire court, mais aussi par les nerfs ciliaires longs. Donc les nerfs ciliaires longs et courts pour le corps ciliaire. Tout comme les différentes structures précédentes, il y avait celle-là qui est la sclérotique, l'iris, la cornée, bref, tout plein quoi. À présent, on va parler de la choroïde. La choroïde, il s'agit du segment postérieur de l'UV. Donc voici la choroïde. Pour rappel, on avait vu que le corps ciliaire c'était la partie intermédiaire, le segment intermédiaire, et pour l'iris c'était le segment antérieur de l'UV. Je rappelle l'UV. UV, ça doit nous rappeler Iris Corporation. Donc iris c'est pour l'iris, corps c'est pour corps ciliaire et c'est pour choroïde aussi. Et les UV c'est pour les rayons de soleil. Donc qui dit hôtel iris dit rayons de soleil et vous voyez le lien. Donc la choroïde c'est la membrane vasculaire. Son rôle, elle est pour, dans ça c'est n'importe quoi, elle a un rôle nourricier pour la rétine et c'est tout ce dont on aura à se rappeler. Elle s'étend entre l'ora serrata en avant et en arrière en pourtour du nerf optique. Donc ça c'est bien visible ici. Elle s'étend entre l'ora serrata en arrière, l'ora serrata il est ici, entre l'ora serrata en arrière et le pourtour du nerf optique. On distingue histologiquement en dehors en dedans la suprachoroïde. Vous vous rappellerez de ce S de Superman, suprachoroïde. Ici on a la choroïde proprement dite et la membrane de Brooke. Et là en dessous ici on a l'épithélium pigmentaire de la rétine qui ne fait bien sûr pas partie de la choroïde, c'est juste pour montrer le rapport. Donc suprachoroïde, choroïde proprement dite, membrane de Brooke. Vascularisation, elle se fait par les artères ciliaires postérieures courtes et longues que j'ai représentées ici, qui sont aussi visibles ici. Les artères ciliaires postérieures courtes et longues. L'innervation se fait par les nerfs ciliaires courts. Contrairement à plein d'autres qu'on a vu, c'était les nerfs ciliaires longs et courts. Donc choroïde court, choroïde court, rappelez-vous-en bien. L'angle irido-cornéen. Il constitue
les émonctoires de l'humeur aqueuse. Qui dit émonctoire dit évacuation. Il présente à décrire une face antéro-supérieure qui correspond à la jonction cornéosclérale. Donc déjà l'angle irido-cornéen. Iris, donc l'iris il est ici, la cornée elle est ici, donc l'angle irido-cornéen ça ne peut être que ça. Il s'agit des émonctoires de l'humeur aqueuse, c'est par là que va se faire son évacuation. Il présente à décrire une face antéro-supérieure qui correspond à la jonction cornéosclérale, car la cornée elle est ici et la sclère ici. On trouve la gouttière sclérale où va se loger le canal de Schlemm qui permet l'évacuation de l'humeur aqueuse. Voilà là aussi l'angle irido-cornéen. Là c'est le canal de Schlemm. Le canal de Schlemm c'est en fait un sinus veineux qui va voilà. Donc qui dit évacuation de l'humeur aqueuse, c'est bien sûr une évacuation vers la circulation veineuse. La face postéro-inférieure, elle est tapissée par le trabéculum. C'est un véritable tractus filtrant l'humeur aqueuse. Il a aussi donc un rôle dans la filtration de l'humeur aqueuse. Donc voici le trajet de l'humeur aqueuse. Elle va être sécrétée par les procès ciliaires du corps ciliaire, puis ça va passer par là, en avant du cristallin, puis ça va passer à travers la pupille, puis ça va passer en avant de l'iris, puis ça va passer vers le trabéculum, et puis vers le canal de Schlemm et vers la circulation veineuse. Donc l'angle antérieur, c'est une condensation de la membrane de Descemet qu'on avait vu. C'est l'anneau de Schwalbe ou de Dollinger. Donc ici c'est une technique. Donc Schwalbor, l'anneau de Schwalbe se trouve dans l'angle. Angle bord, il y a une petite ressemblance. Voilà. Donc l'angle postérieur, on trouve la bande ciliaire. Ça j'ai oublié. Un déséquilibre de l'excrétion de l'humeur aqueuse se traduit par une hypertension oculaire ou glaucome. Ça c'est bien sûr évident. Imaginez qu'il y a trop de sécrétion, plutôt qu'il n'y a pas de ce système de réabsorption de l'humeur aqueuse, il y aura trop d'humeur aqueuse ici et on aura un œil qui est bien gonflé. C'est problématique. C'est un glaucome, aussi appelé hypertension oculaire. Bon, juste au cas où je ne sais pas si je filmais bien. Pour l'humeur aqueuse, elle est sécrétée par les procès ciliaires, passe en avant du cristallin, puis passe à travers la pupille, puis en avant de l'iris, puis elle est absorbée dans le trabéculum qui est un véritable tractus filtrant de l'humeur aqueuse, puis ça passe dans le canal de Schlemm, donc le canal de Schlemm, puis vers la circulation veineuse. Le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille biconvexe transparente. Bien sûr qu'elle doit être transparente pour laisser passer la lumière. Placée entre l'iris en avant et le vitré corps vitré en arrière. Sa propriété essentielle est sa plasticité. Qui dit plasticité dit qu'il va pouvoir se rétrécir et s'élargir afin de changer l'angle, afin de modifier l'accommodation. Donc le cristallin est non vascularisé et non innervé. Donc
Donc en arrière, il adhère au vitré par le ligament hyaloïde capsulaire de Weger. Ça, vous pouvez vous en rappeler par le ligament Weger, c'est-à-dire Weger-Wananjar. Le ligament de Weger, il est en train de le cristallin. L'équateur de cristallin répond à la zonule qui l'amarre au corps ciliaire. Qui dit équateur, c'est-à-dire l'équateur passe par ici. Donc l'équateur l'amarre au corps ciliaire. Pardon, l'équateur du cristallin répond à la zonule qui l'amarre au corps ciliaire. Et le corps on avait vu que la zonule s'allie le corps ciliaire. Est-ce que c'est visible ici? Oui. Donc voici la zonule. Donc elle amarre le cristallin au corps ciliaire. Et ici c'est l'équateur du cristallin. Sa structure comporte la capsule au cristalloïde. Donc vous pouvez imaginer cette capsule comme cette chose qui est verte. La capsule au cristalloïde, l'épithélium antérieur que j'ai représenté par ces petites cases ici, il n'existe qu'en avant de l'équateur. C'est pour ça que je l'ai mis qu'en avant. Il constitue la zone germinative, c'est-à-dire qu'on pourra avoir de nouvelles cellules à partir de cet épithélium antérieur. Les fibres cristalliennes, chaque fibre est une cellule épithéliale étirée et aplatie. Donc les cellules épithéliales, j'en ai représenté quelques-unes ici, qui sont étirées et aplaties. La zonule, c'est un système de fibres tendues du corps ciliaire au cristallin, donc on en a déjà parlé. La zonule, ce sont des fibres tendues du corps ciliaire au cristallin. Le rôle, elle maintient le cristallin en place et lui transmet sa contraction qui provient du muscle ciliaire. Donc le muscle ciliaire se contracte, la zonule transmet cette contraction au cristallin qui va s'étirer, ou bien qui va s'étirer dans le cas d'une contraction du corps ciliaire. Concernant le corps vitré, il s'agit d'une substance transparente semi-liquide qui remplit la cavité oculaire et c'est une masse gélatineuse. Donc c'est ici que se trouve le corps vitré. Il s'agit d'une masse gélatineuse, c'est-à-dire que c'est comme une sorte de gel. Il adhère à la donc ici c'est mieux visible. Il adhère à la rétine surtout au pourtour de la papille. Donc la papille la papille n'est pas représentée. C'est où la papille? Donc la papille c'est ici. C'est là où. Donc là il n'y a pas de. C'est-à-dire que c'est appelé comment ça s'appelle, le point aveugle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les rayons qui se posent sur cette papille. Donc ce corps vitré, il adhère à la rétine, surtout au pourtour de la papille, à la pars plana du corps ciliaire, au niveau de l'ora serrata. Donc c'est représenté ici. On a dit que l'ora serrata se trouvait là. C'est la base du vitré. Les enveloppes du vitré, ce sont les hyaloïdes antérieurs et postérieurs. Donc les hyaloïdes antérieurs, les hyaloïdes postérieurs. C'est tout simplement une condensation périphérique du vitré. Ce n'est pas une matière, je ne sais pas quoi. Le canal de Cloquet. C'est un petit pertuis optiquement vide. Il a la forme d'un S et il s'étend dans l'arrière du cristallin au devant de la papille. Alors, ici on va parler de la rétine. Il s'agit de la membrane c'est la plus interne des membranes. Donc les membranes, c'est la sclère, la choroïde et la rétine. Donc la sclère, la choroïde et la rétine, c'est
la plus interne des membranes. Donc interne, bien sûr, c'est vers le centre du globe oculaire. Voilà. Donc elle s'étend de l'ora serrata à la papille. Ça, on avait déjà vu. C'est où? Donc voilà. Elle s'étend de l'ora serrata à la papille. Elle se continue en avant avec l'épithélium du corps ciliaire et de l'iris. Ça, c'est visible un peu ici. Donc elle se continue avec l'épithélium du corps ciliaire et de l'iris. Elle présente à décrire 3 régions. Donc l'ora serrata, qui est une série d'arcades pigmentaires qui séparent la rétine du corps. C'est bien visible ici. Donc l'ora serrata qui sépare qu'est-ce qu'on a dit, qui sépare la rétine du corps ciliaire. Ça, c'est plus visible ici. Donc sépare la rétine du corps ciliaire, que voilà. Et voici l'ora serrata. La papille, c'est une petite zone circulaire sur le même plan que la rétine, en dedans du pôle postérieur. Le pôle postérieur étant la fovea. Donc, voici la papille. On a dit que c'était une petite zone circulaire sur le même plan que la rétine, en dedans du pôle postérieur qui est la fovea. En dedans de 1,5 mm à droite. La macula correspond au pôle postérieur, et cette macula se trouve, comme on l'a dit, dans le pôle postérieur qui est la fovea. Donc fovea, macula, il faut bien se rappeler que c'est cette zone-là, elle est jaunâtre. À présent, on va parler des 10 couches de la rétine, et j'aime beaucoup ce schéma ici, car il s'agit d'un schéma d'atlas anatomique que j'ai refait à ma façon afin d'être plus simple et plus en accord avec le cours, et voilà, c'est beaucoup plus pratique. Les 10 couches de la rétine, de dedans en dehors. Donc là, j'ai mis les différentes couches en parallèle au texte. Donc chaque couche correspond au texte qui lui est parallèle. Donc l'épithélium pigmenté, il est pigmenté par quoi? Par la mélanine, c'est elle qui lui donne cette couleur. C'est une couche unicellulaire, c'est bien représenté. Et là, c'est les rôles de cette couche, mais on l'a pas dans le cours, mais c'est très sympathique à connaître. Donc il s'agit d'un écran. Il fait le métabolisme de la vitamine A. Donc vitamine A qu'on peut retrouver dans les carottes et qui est donc bonne pour la vue. Donc les échanges, il fait différents échanges électrolytiques, etc. La phagocytose des photorécepteurs, c'est-à-dire que une fois c'est donc voilà, ça va faire une phagocytose des photorécepteurs afin de permettre leur renouvellement. Voilà. La deuxième couche, c'est la couche des cellules à cône et à bâtonnet. Donc les cônes, j'ai représenté ce cône comme ça. Donc le cône et le bâtonnet, un bon bâtonnet comme ça. Il y a la limitante externe, toujours les limitantes, je les mets en noir. Pour moi, ça limite vraiment, le noir, ça limite. La couche granuleuse externe, c'est une rangée de corps cellulaires. Ce sont les corps cellulaires de ces cellules, de ces cônes et des bâtonnets. Non, ne croyez pas que c'est une autre cellule ou je ne sais quoi. Voilà, c'est pour dire que c'est la même cellule, j'ai mis la même cellule en vert, ici la même cellule en bleu, ici la même cellule en jaune. Donc la couche granuleuse externe, c'est une rangée de corps cellulaires des cellules à cône et à bâtonnet. La couche plexiforme externe, donc qui dit plexiforme dit que ça forme un plexus, tout simplement parce que c'est l'assemblage entre les terminaisons
de ces corps cellulaires et de ces corps cellulaires qui sont ici. Couche plexiforme externe, synapse des cellules visuelles avec les cellules bipolaires. Donc voici les cellules bipolaires, voici les cellules visuelles. Et entre elles, il y a un plexus, ou bien couche plexiforme. Donc la couche granuleuse interne, ce sont des corps cellulaires disséminés puis alignés. Ça c'est pas représenté, ça va juste compliquer le schéma. Donc une couche granuleuse interne, ce sont des corps cellulaires des cellules bipolaires bien sûr. Ici c'est la couche plexiforme interne, c'est la synapse des cellules bipolaires avec les cellules ganglionnaires. Donc cellules bipolaires, cellules ganglionnaires. Et ici il y a la couche plexiforme interne, c'est la jonction entre les deux. Ensuite on a la couche des cellules multipolaires, volumineux corps cellulaire, couche des fibres optiques. Donc les fibres optiques, elles se rassemblent ici. Et enfin, on a la limitante interne. Donc pour rappel, ici ce sont les cellules visuelles. Ici les cellules bipolaires. Rappelez-vous qu'il y a deux pôles, un pôle pour les cellules visuelles et un autre pôle pour les cellules ganglionnaires. Et donc ici, ce sont les cellules ganglionnaires. Et c'est là j'ai représenté la lumière qui arrive. Ce schéma est très très important. Ces couches de la rétine sont souvent posées à l'examen, bien sûr. Donc la vascularisation artérielle est double. Double pourquoi? Car on aura juste une petite précision au niveau de la macula. Donc la macula, c'est ce point-là qui est jaunâtre comme on a dit. Ce point-là, vraiment, il a une très grande précision de vision. Pourquoi? Car la disposition de ces cellules visuelles, bipolaires et ganglionnaires est différente. On a un relais entre une cellule. C'est-à-dire, chaque cellule, c'est pour une autre cellule. C'est-à-dire qu'il y a que l'information est bien plus concentrée, bien plus. Alors qu'ici on a une cellule ganglionnaire pour 3 cellules bipolaires pour 6 cellules visuelles. Bon, c'est représentatif, mais bon. Donc là, il y a beaucoup plus de traitement d'informations. C'est pour ça qu'on voit beaucoup mieux avec cette macula. La vascularisation artérielle est double. Donc via quoi? Via la choriocapillaire qui est la choroïde et donc la choroïde, c'est pour cette rétine photoréceptrice, donc sur lesquels se trouvent les photorécepteurs, et pour la macula qui se trouve toujours c'est la rétine photoréceptrice. Par contre, pour l'artère centrale de la rétine, elle va nous vasculariser la rétine neurocérébrale, c'est-à-dire les cellules ganglionnaires. Donc les cellules ganglionnaires que je rappelle, ce sont celles-ci. Donc l'artère centrale de la rétine, c'est une branche de l'artère ophtalmique. Elle pénètre au centre de la rétine, voilà. Se divise en deux branches supérieures et inférieures, puis en deux branches temporales et nasales. Temporale et nasale. Donc là, ce sont les branches supérieures, là, ce sont les branches inférieures. Les veines sont tributaires de la veine centrale de la rétine, donc c'est-à-dire qu'elles sont voisines. Là, c'est un schéma pour bien montrer cette double vascularisation. Ici, c'est l'artère centrale de la rétine pour, donc on a dit pour les cellules ganglionnaires que j'ai représenté. Donc les cellules ganglionnaires sont plutôt proches d'ici. Par contre, ces cellules-là qui sont les cellules visuelles et les cellules bipolaires, elles sont vascularisées par la choroïde qui est là.
Donc voilà, je vais mettre choroïde pour qu'il n'y ait pas de confusion. Choroïde. Et voilà. Les voies optiques. Ou bien on va faire une autre vidéo. À présent, on va parler des voies optiques. Donc les voies optiques sont formées par d'avant en arrière par la papille optique, le nerf optique, le chiasma optique, les bandelettes optiques, le corps genouillé externe, les radiations optiques et enfin le cortex occipital. La papille optique, donc l'ensemble des fibres optiques issues des cellules ganglionnaires rétiniennes, ça on l'a vu, on peut le montrer ou déjà. Donc ces fibres qui viennent des cellules ganglionnaires, bien sûr elles vont se rassembler dans la papille qui est ici. Et la papille, on a dit qu'elle livre, que c'est là que prend naissance le nerf optique. Et donc c'est évident que toutes les fibres sensitives, sensorielles, vont se rassembler ici au niveau de la papille pour rejoindre le nerf optique. Donc la papille optique constitue la tête du nerf optique, on vient de le dire. On lui décrit deux portions. Une portion prélaminaire, les fibres ne sont pas myélinisées. Donc la partie prélaminaire, c'est celle qui est ici. Plutôt celle qui est ici. Donc les fibres ne sont pas myélinisées. Comment on peut s'en rappeler? C'est prélaminaire, pas myélinisé. Il y a le P dans les deux. Rétrolaminaire, c'est-à-dire en arrière de la lamina, les fibres sont myélinisées, c'est-à-dire qu'il y a de la myéline. Alors concernant le nerf optique, c'est juste après la papille, ça commence ici, constitue une portion du système nerveux central. Les fibres sont myélinisées sans gaine de Schwann. Donc là c'est myélinisé, c'est-à-dire que c'est rétrolaminaire bien sûr. Ces fibres sont myélinisées sans gaine de Schwann, contractent des rapports importants avec l'artère ophtalmique. Pourquoi? Car on avait dit que le nerf optique et l'artère ophtalmique passent tous les deux à travers du canal optique qui se trouve dans la petite aile du sphénoïde. Il a trois portions, une portion orbitaire, une portion intracanalaire, une portion intracrânienne. Donc une portion orbitaire proche de l'orbite, une portion intracanalaire dans le canal optique et une portion intracrânienne qui est dans le crâne. Les bandelettes optiques, quand on les revoit ici, ce sont donc les bandelettes optiques. Donc les bandelettes optiques, c'est ici. Elles correspondent à la partie terminale des fibres issues des cellules ganglionnaires de la rétine. Donc elles lient le chiasma au corps genouillé externe en arrière. Donc là on passe au corps genouillé externe déjà. C'est le centre de réception primaire où les fibres des cellules de la rétine se terminent. Et donc il y a une première synapse. Je représentais cette synapse ici, c'est juste pour se rappeler et c'est tout. Donc il y a la synapse, donc c'est-à-dire qu'il y a la fin des cellules de la rétine ici et le début d'autres cellules. Et enfin on a les radiations optiques. Les radiations optiques, ce sont celles-ci. Ce sont tout simplement des lames de substance blanche. À présent, on va parler des muscles oculomoteurs. Alors, les muscles oculomoteurs, donc déjà on a les muscles droits. Les muscles droits ont leur origine au niveau du tendon de Zinck qui s'insère sur le tubercule sous-optique. C'est le tubercule qu'on avait vu qui est entre le canal optique et la fente sphénoïdale. Donc on avait dit qu'il était ici le tubercule sous-optique. Donc terminaison,
des muscles droits sur la sclère, bien sûr. Et où exactement le droit supérieur se termine. On va commencer par le droit interne. Donc, comment se rappeler qu'il faut commencer par le droit interne? On doit se rappeler qu'on va choisir celui qui est le plus proche de la cavité nasale. C'est le droit interne. Donc, vous verrez pourquoi je commence par le droit interne. Le droit interne se trouve à 5,5 mm du limbe. Le droit inférieur à 6,5 mm. Le droit externe à 7 mm et le droit supérieur à 7,5 mm du limbe. Donc je vais commencer par le droit interne pour pouvoir utiliser cette astuce qui est 5,5 plus 1 plus 0,5 plus 0,5. Donc d'abord on ajoute plus 1, ensuite 0,5, 0,5. Et ça nous donnera l'ensemble des dimensions. Il suffit de se rappeler qu'il faut commencer par le droit interne qui est près des cavités nasales et que celui-ci se termine à 5,5 mm du limbe. Et ça suffira à trouver tous les autres. Les actions. Le droit supérieur est élévateur, bien sûr. Le droit inférieur se trouve en bas, donc abaisseur. Le droit interne en dedans, donc adducteur. On va prendre les deux dés de dedans pour les mettre dans adducteur, dedans adducteur. Mais c'est évident si vous connaissez déjà le mot adducteur, bien sûr. Et le droit externe, abducteur, c'est pareil. Ça va mener l'œil en dehors. Donc, concernant les muscles obliques, on a le muscle grand oblique, c'est le plus long des muscles oculomoteurs. Pourquoi? Car il a un long trajet. Voilà, il vient. Il se réfléchit au niveau de la poulie qu'on avait vu qui est en dedans de la paroi supérieure de l'orbite. Et puis après, il se réfléchit et il se termine sur l'hémisphère postéro-supéro-externe de la sclère, donc ici. Et là, je vais vous montrer comment il agit. Donc, imaginez que ça, c'est le globe oculaire, ou bien je vais peut-être choisir quelque chose de plus présentatif. Voilà, cette petite chose, c'est le globe oculaire. Donc, le muscle droit, le muscle grand oblique, vient comme ça, et puis il repart comme ça, et se termine ici. Donc, si jamais il tire, il va tirer ça comme ça. Donc, voilà, on fait ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? L'œil voit où? Il voit bien sûr en bas et en dedans. Par contre, pour le petit oblique, il est en bas et il vient comme ça, il se termine ici. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer ça comme ça et ça va monter vers le haut. Donc, le petit oblique va permettre de voir en haut et en dedans. Et voilà, ce sera tout. On reprend la position normale. Donc le grand oblique, c'est le plus long des muscles oculomoteurs, origine en dedans du releveur de la paupière supérieure et au-dessous du droit supérieur. La terminaison, c'est sur l'hémisphère postéro-supéro-externe de la sclère. Action, il est principalement abaisseur, mais il permet la vision en bas et en dedans. Le petit oblique, c'est le seul muscle qui ne prend pas son origine dans le fond orbitaire. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'il ne va pas être voisin des muscles droits et du muscle grand oblique. Il est tout seul en bas. Donc, il se termine sur le cadran postéro-inféro-externe de la sclère. Et son action, c'est qu'il est élévateur, comme on a vu via la chose que j'ai utilisée, qui est celle-ci. Donc, la vascularisation, c'est l'artère susorbitaire. Voilà, ce schéma, il va bien nous montrer la chose. Donc, voilà, c'est super. Voilà. Donc,
attends, donc l'artère susorbitaire, vous vous rappellerez qu'elle est au-dessus, dans la partie supérieure de l'orbite. Donc elle vascularise le grand oblique et le droit supérieur. Les artères palpébrales supérieures et inférieures, c'est pour le droit interne qui est proche des cavités nasales. Et je rappelle la petite astuce, il faut commencer par 5,5 mm du limbe, puis ajouter 1, puis ajouter 0,5, puis 0,5. Voici au cas où vous aurez déjà oublié, et j'espère pas, mais voici de quoi je parle. Donc, le droit interne, il est vascularisé par les artères palpébrales supérieures et inférieures, et on les avait déjà vus, ce sont les deux artères palpébrales qui étaient comme ça parallèles. Et ici, on a les branches de l'artère musculaire inférieure. Elles vascularisent le droit inférieur, le droit externe et le petit oblique. Donc on répète parce que je me suis trompé à chaque fois disons innervation. Donc l'artère susorbitaire c'est pour le grand oblique et pour le droit supérieur. Les artères palpébrales supérieures et inférieures c'est pour le droit interne. Les branches de l'artère musculaire inférieure c'est pour le droit interne, le petit oblique et le droit externe. Voilà, tout est bien visible sur ce petit schéma. Alors les nerfs oculomoteurs. Oui. Alors on a déjà le nerf oculomoteur 3 ou bien commun. Donc son origine c'est au niveau des pédoncules cérébraux qui sont ici. L'origine apparente est au-dessus de la protubérance. La protubérance c'est celle-ci. Donc au-dessus de la protubérance c'est là le nerf 3. Il aborde l'orbite par la fente sphénoïdale en dedans de l'anodosine où il se divise en deux branches supérieures et postérieures. Donc on avait dit que la partie effilée, il y a Friends for Life, car F. Par contre, la partie renflée, on va voir le reste, qui est numéro 36 pour l'hôpital psychiatrique, comme on a déjà dit. Donc le 3, ils disent que ça se divise en deux branches supérieures et inférieures en dedans de l'anodosine. Donc qui dit en dedans de l'anodosine dit la partie renflée de la fente sphénoïdale. Le rôle, c'est qu'il assure l'innervation des muscles droits supérieurs, inférieurs, internes, le petit oblique et le releveur de la paupière supérieure. Mais c'est plus facile de se rappeler qu'il innerve tout sauf le grand oblique et le droit externe. Comment je m'en rappelle? C'est parce que le grand oblique nous fait le regard pathétique, donc il est innervé par le nerf pathétique, et le nerf oculomoteur externe, il est innervé par le 6 qui fait l'abduction. Donc l'abduction et le regard pathétique ne se font pas par le 3, ils se font par le 4 et le 6. Donc tout sauf le regard pathétique et sauf l'abduction de l'œil. Donc le nerf pathétique c'est le 4, son origine est dorsale, ses fibres apparaissent sur la face postéro-supérieure de l'isthme de l'encéphale, c'est-à-dire un peu ici, et ensuite il contourne le tronc cérébral. Il traverse la fente sphénoïdale en dehors de l'anodosine. On a Friends for Life. Donc for c'est en dehors de l'anodosine. Voici l'anodosine pour bien nous rappeler, et qui correspond à la partie renflée de la fente sphénoïdale. Donc son rôle c'est l'innervation du grand oblique, comme on a dit. On avait dit qu'il y avait donc je réexplique au cas où vous n'auriez pas vu l'autre vidéo. Donc sa poulie vient donc
Donc le muscle vient comme ça, puis il a sa poulie, et puis il retourne ici. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer ça, et s'il tire, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que ici ça représente l'œil, et donc l'œil va voir en bas et en dedans. Donc l'innervation, son rôle, c'est l'innervation du grand oblique. Par contre, le nerf oculomoteur externe, son origine réelle, c'est la protubérance. Donc le 6, il est ici. Son origine réelle, c'est la protubérance, et son apparente, c'est le sillon bulbo-protubérantiel. Il gagne la fente sphénoïdale en dedans de l'anodosine, car comme on a dit et répété maintes fois, numéro 36, c'est l'hôpital psychiatrique. Le 6, il est en dedans de l'anodosine. Son rôle, c'est l'innervation du droit externe. Donc, qui dit 6, dit abducens, dit droit externe, car il va voir en dehors. L'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique assure la vascularisation de tout le contenu orbitaire, sauf une faible partie qui est irriguée par les artères sous-orbitaires et l'artère faciale. Donc l'origine, c'est la face antérieure de la carotide interne. Donc vous pouvez imaginer qu'ici il s'agit de la carotide interne, et qu'ici c'est l'artère ophtalmique qui est sa seule branche collatérale, je pense, car les autres sont des terminales, ce sont les artères cérébrales. Son trajet gagne le trou optique sous le nerf optique. Donc on avait déjà dit que le trou optique livre passage au nerf optique et à l'artère ophtalmique. La terminaison, c'est sur la racine du nez en s'anastomosant avec l'artère angulaire, branche de l'artère faciale. Pardon. Donc, terminaison sur la racine du nez en s'anastomosant avec l'artère angulaire, branche de l'artère faciale. Donc, on peut se rappeler de l'artère faciale en lui donnant ce trajet un peu qui lui ressemble. Donc ici, c'est l'artère angulaire, branche de l'artère faciale. Donc, ce schéma, c'est pour parler des collatérales de l'artère ophtalmique. On a l'artère centrale de la rétine, on a les artères ciliaires postérieures longues et courtes, on a de l'artère lacrymale qui va rejoindre la glande lacrymale, et on a des rameaux musculaires inconstants pour le droit externe, le droit interne et le droit inférieur, et c'est ainsi qu'on aura terminé l'ophtalmologie. Alors il y a des choses qui se ressemblent un petit peu, et c'est pour ça ce qui fait que ça crée un peu de la confusion. C'est pour ça que je les ai rassemblés ici, afin de trouver quelques astuces. Alors pour l'innervation, on a pour les paupières et la conjonctive. Donc on se rappelle que la conjonctive, il y a une partie bulbaire et il y a une partie palpébrale. On va oublier la partie bulbaire pour cette astuce. Donc la partie palpébrale est proche des paupières, donc ils ont la même innervation sensitive. Concernant les paupières, elle a la motricité se fait par le 3 et le 7. On a dit le 3 c'est pour le releveur de la paupière supérieure, et le 7 c'est pour l'orbiculaire de l'œil. Et pour la conjonctive et pour les paupières, l'innervation sensitive se fait par le nerf ophtalmique, dont les branches sont le nasal, le frontal, le lacrymal, qui innerve la glande lacrymale, et le sous-orbitaire. Concernant la cornée, la sclérotique, l'iris et le corps ciliaire, ils sont tous innervés par les nerfs ciliaires longs et courts. Même si l'iris peut donner l'impression
que c'est innervé par le sympathique et le parasympathique, mais le sympathique lui-même provient du nerf ciliaire long et le parasympathique provient du nerf ciliaire court. Alors je sais pas, mais pour l'un des deux, il y a un truc en commun, mais c'est pas grave, on va se rappeler que l'iris c'est le sympathique et le parasympathique, nerf ciliaire long et court. Et enfin le corps ciliaire, lui aussi c'est les nerfs ciliaires longs et courts. Par contre, l'exception c'est la choroïde, c'est fait uniquement par les nerfs ciliaires courts. Comment on va s'en rappeler? On va lui changer le nom, on va l'appeler choroïde, c'est les nerfs ciliaires courts et c'est pour la choroïde. Très très important, le tout, presque ces quatre là c'est par les nerfs ciliaires longs et courts et cette choroïde c'est par les nerfs ciliaires courts. Une autre confusion c'est concernant les structures. Donc pour la cornée j'ai mis la courbure qui est très importante, c'est fait exprès pour se rappeler que ceci ça concerne la cornée. Donc il y a l'épithélium, sa membrane basale, la membrane de Bowman, et moi j'ai mis ces gouttelettes d'urine pour me rappeler Bowman. Là c'est le monument de Rome, donc c'est le stroma. Là c'est des flèches qui descendent vers le bas, donc c'est la membrane de Descemet. Et enfin l'endothélium. Ici pour l'iris, vous pouvez vous rappeler qu'il a cette forme là. Et on l'a déjà vu. Donc il y a l'épithélium, il y a l'endothélium, l'épithélium, la couche limitante antérieure, l'endothélium. Donc en fait, il faut bien marquer la couche limitante pour ne pas l'oublier. Donc la couche limitante antérieure, l'endothélium, la couche limitante postérieure et enfin le stroma. Le stroma qui est coloré en vert comme ici. Et enfin, on a la choroïde qui est composée de la suprachoroïde Superman. Et là, vous vous rappelez que c'est la choroïde par cette vascularisation qui est importante. Il s'agit de la choroïde proprement dite. Et là, pour la membrane de Brooke, j'ai mis un grand B sous forme de membrane. Ça me rappellera que c'est la membrane de Brooke. Donc, n'oubliez pas la choroïde et les différentes autres. Ah oui, concernant la choroïde, c'est celle que j'ai représentée ici. Au cas où vous voulez vous rappeler autre chose que choroïde, vous pouvez vous rappeler que la choroïde c'est la seule que j'ai colorée pour montrer que c'est la seule qui est innervée par les nerfs ciliaires courts.